Beauté mesdames, beauté messieurs, très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre Empire des connaissances, votre émission sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Nous allons recevoir pour vous Monsieur Dieudonné Moufankol Mundel, un digne fils de la République démocratique du Congo, avec qui nous allons parler de certaines de ses publications. Encore une fois, beauté et bienvenue. Monsieur Dieudonné Moufankol Mundel, beauté. Beauté. Voilà, comme annoncé, nous allons parler avec vous de certaines de vos publications, mais avant tout, suivons la modeste présentation que nous avons faite sur vous. Dieudonné Moufankol Mundel, écrivain et auteur de plusieurs poèmes et livres tels que Le Dernier Esclave, Perché, poème en italien, Mayumbu, Village abandonné, essai en Kikongo, Le Grand Chantier de l'amour du prochain, livre-album, Mon ami Majon, un savant perdu, Amour, poème, Les Trois Sœurs, est né à Mikui en République démocratique du Congo. Gradué en sciences biomédicales à l'université de Kinshasa, Dieudonné Moufankol Mundel est actuellement directeur au ministère de la Santé publique. Il est marié et père de plusieurs enfants. Monsieur Dieudonné Mundel, avez-vous quelque chose à ajouter sur cette modeste présentation? Je pense pas. Hein. Je pense que l'essentiel est dit là-dedans. On peut raconter beaucoup de choses, mais je préfère que peut-être qu'on me découvre au travers de mes écrits, plutôt que je raconte toute ma vie. Voilà, qu'on vous découvre au travers de vos écrits. Tout à l'heure, nous allons passer justement aux premiers écrits, à la toute première publication qui est Les Derniers Esclaves. Suivons ensemble le résumé de cette œuvre combien intéressante. Publié aux éditions L'Harmattan RDC en 2013, Le Dernier Esclave est un roman dont le protagoniste est le révérend David Hightower, lequel est opposé à la traite de Noirs aux États-Unis d'Amérique. Il décida, après que le pays de l'oncle Sam se soit lancé sur cet ignoble traitement, de partir en Afrique pour prendre soin des esclaves. Sur le chemin du retour, il fut abandonné en plein océan Atlantique avec quelques Africains, tous atteints d'une maladie contagieuse. Sauvés miraculeusement, ils fondèrent une communauté qui fut retrouvée de générations après et amenée en Afrique. Ils furent intégrés à la nation américaine comme derniers esclaves. Intitulé ou titré cet ouvrage ou ce roman comme étant Les Derniers Esclaves. Bon, c'est un titre qui en dit long. D'abord, je situe un peu l'inspiration de ce livre. C'est quand je me suis rendu aux États-Unis et que j'ai vu que les Noirs étaient encore marqués par leur passé d'esclaves. Et alors, j'ai voulu en quelque sorte donner une explication à ces phénomènes-là. Et dans le livre, vous verrez, il y a le révérend David Hightower qui va dire à ces gens, ils sont bloqués sur une île, nous verrons ça peut-être, et qu'il leur dit, si on vous découvre plus tard, je sais qu'on vous découvrira, si on vous demande qui êtes-vous, dites, nous sommes des esclaves américains. Mais ils arrivent, on les découvre effectivement, la marine américaine, beaucoup plus tard, et on les amène en Amérique, mais l'esclavage est déjà aboli. Et la question est posée au Congrès pour savoir, bon, comment on va appeler. Eux-mêmes, ils disent qu'ils sont les esclaves américains, mais il n'y a plus d'esclavage en Amérique. Alors, finalement, ils tranchent, ils disent que, bon, on va les appeler les derniers esclaves. C'est comme si c'était ces mêmes esclaves qui avaient quitté l'Afrique à l'époque et qui sont arrivés les derniers, mais après l'abolition de l'esclavage. C'est ça, en fait, je prends ce titre-là, des déductions du Congrès, dans les livres, c'est un roman bien sûr, et c'est ça le titre qui est donné. Les derniers esclaves, c'est comme ceux qui ont quitté l'Afrique, mais ils sont arrivés les tout derniers en Amérique. En Amérique, aux États-Unis. Oui. Et roman, en fait c'est un livre tout à fait différent parce que au Congo, certains croient tout livre est livre, alors que si c'est un roman. Roman pourquoi? Ben roman parce que c'est de la fiction. C'est de l'imaginaire. C'est imaginaire, c'est pas... ou de l'imagination. C'est pas une histoire vécue comme ça, mais c'est de l'imaginaire où je prends des personnages
pour essayer d'expliquer un peu cette thèse-là de l'esclavage. Mais il doit y avoir quelque chose, un leitmotiv, monsieur Dieudonné. Vous êtes resté des nuits et des nuits en train de réfléchir, de penser qu'est-ce qu'il faut mijoter pour écrire et présenter aux gens. Oui, comme je vous ai dit, mon but ultime, c'était de consoler les Africains, les Américains, comme on dit maintenant, les Noirs américains, de les consoler pour donner un sens à ce courant. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit que Dieu avait un plan pour faire une grande puissance là-bas à l'ouest. Et il a amené des gens d'un peu partout, de l'Europe. Il y a les gens qui fouillaient la persécution sur le continent. Et les Africains ont été amenés comme esclaves. Alors, il y a un pasteur là-dedans, le pasteur Joseph Mutombo, qui donne ce sens-là. Il dit non, pour Dieu, il n'y a pas de honte à aller comme esclave. Parce que c'est comme Joseph dans la Bible, il a été amené comme esclave en Égypte, mais le plan de Dieu, c'était pour qu'il puisse régner aussi en Égypte. Et c'est ça pour le noir aussi. Il a été amené comme esclave, mais il n'y a pas à se gêner de ça, parce que d'ailleurs, maintenant, nous voyons qu'il y a eu un brillant mandat d'un président américain, un noir, et qui finalement a régné aussi là-bas, comme Joseph dans la Bible. Comme Joseph dans la Bible, vous parlez d'Armstrong comme capitaine de ce grand bateau, Ouais. qui pratiquait ou qui allait prendre les esclaves, aller de Gorée et les transporter ou les amener aux États-Unis. Armstrong comme capitaine, et je connais encore Armstrong comme étant le tout premier à l'époque qui a marché sur la Lune, qu'on appelait Apollo 11. Quelle corrélation entre ces deux? Pourtant, Armstrong, voilà quelqu'un qui va sur la Lune et l'autre qui va dans un bateau, et pourtant c'est le même nom. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux personnages? Bon, à part le fait qu'ils sont homonymes, il n'y a pas d'autres corrélations, mais vous faites bien de relever certains aspects. Je peux vous dire que l'auteur n'est pas seul auteur de son livre, et que le lecteur, en lisant, écrit aussi un livre. Effectivement, et c'est un hasard, c'est un Armstrong qui va à l'île de Gorée, comme l'autre, mais je dois vous dire que personnellement, j'ai pris seulement des noms existants des gens que j'ai recomposés pour former mes personnages. Mais il n'y a pas vraiment de corrélation directe là-dessus. Là-dessus, il n'y a pas de corrélation. Monsieur Dieudonné, peut-on savoir, vous êtes de quel... vous priez dans quelle église, ou vous êtes de quelle appartenance, s'il faut dire, religieuse, quoi? Bon, je suis fort à l'aise de vous dire je suis chrétien tout court. Vous êtes chrétien tout court? Oui, c'est ça. Je pense que l'église de Jésus a commencé comme ça. Ils étaient des chrétiens. Et que nous aussi, on doit être des chrétiens. C'est tout. Je ne me définis pas dans... Sans dénomination, catholique, protestant, kimbanguiste. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Non. Parce que, avoir certaines publications, nous voyons que, quelque part, vous parlez plus de certaines missions catholiques. Mais celui-ci, nous trouvons que vous parlez de David Hightower comme protestant. Et c'est là où je pose la question, je ne sais pas vous situer. Bon. Êtes-vous protestant ou catholique? Ni catholique, ni protestant. Je suis chrétien tout court. Oui. J'ai été catholique, bien sûr, mais je respecte tout le monde. Je pense qu'il y a des enfants de Dieu un peu partout. Il y a des enfants de Dieu un peu partout. Et la mission du pasteur David était celle de sauver les âmes, celle de soigner certains esclaves qui tombent malades et leur apprendre aussi la parole de Dieu. Oui. Mais apparemment, il n'avait pas que cette mission. Ce n'est pas quelqu'un qui était choisi par Dieu. Il voulait aussi laisser son nom dans les annales historiques des États-Unis. Bon, Quand on doit comprendre que dans ce roman, qui devait, non seulement il devait tout apprêter un certain document pour qu'à son retour du voyage, qu'il aille auprès du gouvernement et du Parlement. Le révérend David Hightower représente, si vous le voulez,
tout le courant nord-américain qui était opposé à l'esclavage. Il typifie cela. Et donc, il voulait documenter son voyage tout en prenant soin des esclaves et tout, pour venir poser le problème au Congrès pour que l'esclavage soit aboli. Donc, c'est ça, en fait. Alors, ce n'était pas une mission divine, c'était plus une mission qui visait un intérêt, s'il faut dire, privé ou un intérêt lucratif. Non, mais il n'y a pas de séparation. Hein. La mission divine n'est pas abstraite. La mission divine est concrète dans les faits et gestes de tous les jours. Et donc, ce qu'il faisait, c'était par amour pour son prochain, le noir qui était brimé. Et donc, je pense que... Et on a vu, quand ils ont été contraints de rester dans l'île, il leur a appris l'anglais et il les a évangélisés. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous citer les quelques personnages dans ce livre-ci? Bon, oui. Hein, si David Aotta reste le protagoniste, mais il y a bien d'autres qui sont là-dedans. Bon, bien sûr, vous avez David Aitawa, avec son épouse Marilyn Dixon Aitawa. Oui. Cette charmante dame qui a été contrainte à un veuvage, si je peux dire précoce, avec un mari vivant bloqué dans une île. Vous avez... Alors tout doucement, et quel était le rôle, quelle est la place qu'occupe Madame Marilyn, l'épouse de David Aotta? Bon, avec elle, je pense, c'est un peu une chrétienne qui subit un peu son rôle d'épouse obéissante et tout, craignant la parole de Dieu. Mais j'ai aimé aussi sa capacité intuitive, parce qu'elle pressent que son mari ne va pas revenir, alors que c'est un voyage habituel où les gens... Mais elle n'a pas servi de première conseillère, alors une femme à côté de Marie, c'est la première conseillère. Elle s'est exprimée. Elle s'est exprimée. Mais et l'homme n'a pas compris. Mais l'homme se sentait appelé à un destin, et c'est son destin qui est... Puisque de temps en temps, nous voyons dans les livres qu'à chaque moment, lorsque la femme s'est réveillée, sentait que son mari ne reviendra plus et demandait constamment à ces derniers de ne pas voyager. Oui, et c'est ça. Avec elle, on sent la fragilité du bonheur, parce que tout allait très bien. Il y avait David, il y avait Marilyn, il y avait les enfants, et tout, Becky et l'autre. Et puis, ça allait très bien. Mais elle se disait, mais... c'est fragile, le bonheur. Elle sentait quelque chose. Elle avait beaucoup. Et ça, c'est la femme. La femme a cette intuition que j'exprime. Est-ce que ce n'est pas là aussi une faute? Est-ce que ce n'est pas là aussi un manquement à son épouse quand on la considère, lorsqu'on sait que c'est la première conseillère? Après avoir donné conseil, l'homme refuse, l'homme croit être au-dessus. C'est pas aussi un manquement, cette femme-là, qu'on chacun peut l'interpréter comme il veut, mais... avec David Aitawa, il y a ce destin-là qui le happe littéralement, comme une force supérieure qui traverse tout. Et on voit, même quand ils doivent mourir sur l'île, il y a un miracle avec la maman de Awanaye, hein, cette fille qui est née sur l'île, que finalement David Aitawa va épouser là-bas, sur cette île. Là aussi, c'est un autre grand personnage. Voilà. Parce que Marilyn est restée de l'autre côté, on n'a plus l'espoir de la rencontrer. Non. Il faut penser à une autre noce. Voilà. Et cette fois-là, c'est à Awanaye. Awanaye qu'on va épouser comme deuxième femme. Voilà, comme femme. Et tout. En fait, ça montre un peu un équilibre de la même personne qui épouse une blanche et une noire, pour montrer un peu cette égalité des races. Oui, mais je comprends, c'est de la fiction. Mais concrètement parlant, un protestant ne peut pas accepter d'avoir deux femmes, comme tout chrétien. Et vous avez senti que c'était un problème très grave pour ce serviteur de Dieu, parce que Marilyn, de l'autre côté, savait que lui, il était mort, en fait. Mais lui, sachant qu'il n'était pas mort, il disait, Marilyn est vivante, donc je ne peux pas prendre deux épouses. Et il est resté fort longtemps ainsi, jusqu'au moment où il a compris que, en fait, la mort, c'est la séparation. Et c'est comme s'il était mort. Et que
c'était comme une grâce de Dieu dans cette situation particulière qu'il pouvait se remarier. Oui, après Awanae, nous avons encore un autre personnage. Oui, il y a plein de personnages là-dedans. Je ne vais pas peut-être... je vais prendre les Exagéré de manière isolée. Oui, bon, nous avons Samba Diallo, qui est le pasteur associé sur l'île. Et puis, nous avons... Samba Diallo, c'est un Africain. Là, vous allez avec la Grande Royale. Oui, oui. Et dans l'aventure ambiguë. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis, nous avons le pasteur, comme j'ai dit, le pasteur Joseph Mutombo. Oui, Joseph Mutombo, un nom congolais. Un nom... là, dans le livre, il est dit de l'Afrique centrale, mais nous comprenons que c'est un Congolais. C'est un Congolais. Oui, qui est établi là-bas, en Amérique, et qui est un pasteur. Et puis, nous avons également la sénatrice Nell Lawson, qui défend la cause de ces derniers esclaves et qui finit par gagner au concret, disons, les débats. Elle finit par gagner que les derniers esclaves ont les mêmes droits que les premiers esclaves de s'établir sur... Oui, quel est le message qu'on peut retenir dans le dernier esclave comme roman? Comme roman, c'est d'abord pour les Africains américains de comprendre que ce n'était pas une honte pour eux, même si c'était très dur, mais que c'était la volonté du Seigneur qui les associait dans cette grande civilisation qui s'établissait là-bas à l'Est. Et j'ai pris l'exemple de Joseph, comme je disais, qui est parti en Égypte comme esclave, mais il a fini par régner là-bas. Comme l'homme noir aussi est parti comme esclave en Amérique, mais il a fini aussi par s'établir à la Maison Blanche. Ok. Vous avez une autre publication, c'est Les Trois Sœurs. C'est un théâtre. Trois sœurs, trois dames qui sont là, que vous avez certainement, qui incarnent une certaine vision que vous-même, auteur et écrivain, connaissez. Qu'est-ce que c'est en fait? Parlons-en. Bon, les trois sœurs, pour moi, ce sont trois personnes de trois pays différents, mais leurs pays sont contigus, se tiennent à un point. Chacune est dans son pays, mais elles sont face à face. C'est-à-dire que ce sont des pays qui sont proches, qui limitrophes, sont limitrophes, oui, qui ont un point commun. Exact. Les trois, exact. Ça part d'un point commun, oui. Chacune dans son pays, mais elles se parlent là. Et voilà. Donc ça représente, enfin, la femme représente chaque fois une communauté, représente un groupe de gens, parce que nous sommes les fruits de la femme, n'est-ce pas? Oui. Tout homme est un fruit de la femme, et donc la femme représente la communauté. Et en fait, il s'agit là-dedans de la voix de la femme, dans tous ces conflits frontaliers que nous avons, et où la femme subit plus que tout le monde, mais elle ne s'exprime pas assez. Donc, et là, c'est un peu la voix de la femme qui est donnée, où au début, d'ailleurs, c'est un peu conflictuel, elles se disputent, mais finissent par se rendre compte qu'elles partagent le même sort. Le même destin. Le même destin. Et que ce sont des problèmes cycliques qu'elles encourent et tout, et que, bon, on essaie de les opposer pour qu'elles se haïssent, mais en fait, ce sont des sœurs. Est-ce qu'on peut connaître leur nom? Oui, il y a une qui s'appelle Zainabo, l'autre c'est Nzomukunda, et puis la troisième c'est Amani. Voilà, nous avons Nzomukunda, nous avons Zainabo et Amani. Oui. Trois noms tout à fait différents, oui. Et elles sont toutes africaines, mais de pays différents. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par d'abord Amani? Amani, c'est dans une des langues congolaises, c'est pas africain. Oui, oui, congolaise ou des Grands Lacs. Hein, oui. Parce que l'idée première, c'est dans les Grands Lacs, mais on peut extrapoler ça ailleurs. Oui, oui. Et Amani, c'est la paix. La paix. C'est une femme qui représente, qui veut la paix. Là, nous sommes en Swahili. En Swahili, oui. Amani, la paix. Voilà. Et Nzomukunda, c'est l'amour. L'amour? Oui. Et là, c'est en quelle langue? En Kirundi, je crois.
Nzomukunda. Kinyarwanda, je crois. Kirundi ou Il y a Kirundi et puis Kinyarwanda. Kinyarwanda, oh Kirundi, oui, ok, ça va. Kirundi. Oui. Et puis nous avons Zainabo. Oui. Zainabo, Oui. là c'est Kinyarwanda. Kinyarwanda, c'est oui. la solidarité. La solidarité. Oui. Kinyarwanda, c'est une langue parlée au Rwanda. Oui. Et le Kirundi qui lui est proche. Au Burundi, je crois. Au Burundi, oui, voilà. c'est ça. Donc trois pays limitrophes, Oui. 3 pays qui partagent presque un destin, Oui. 3 pays qui se fréquentent, dont Oui. le peuple et la population. Il y a une cohabitation entre le peuple. Oui. Oui. Donc ces 3 dames appellent à l'amour, à la paix et à la solidarité entre les nations limitrophes. Au lieu qu'on aille dans des guerres, dans des problèmes où les femmes souffrent, et la population et tout cela, elles appellent à la paix. Et elles disent, là je suis un peu... Or, quand on parle d'amour, il faut qu'il y ait paix. Il n'y a Oui. pas une paix sans amour, Non. tout comme il n'y a pas d'amour sans paix. Et avec la solidarité aussi, et tout ça. Alors j'aime quelque part où elles disent que, en fait, la loi des hommes a détruit le monde, la foi de la femme va le reconstruire. Mais la femme est aussi homme. Dans les latins disent viri. Quand on parle de l'homme, on voit que la femme est dans l'homme également. Oui, dans l'humanité. Oui, dans l'humanité. Hein, c'est ça, Voilà. dans cette humanité-là. L'humanité, Oui, bien sûr. Mais une femme étant une personnalité féminine et l'homme étant une personnalité masculine. Voilà. Donc c'est les hommes qui sont pratiquement à la base de l'inimitié, et non les femmes. Exactement. Et ici, la femme, oui, parce que des fois, nous sommes contents, on a gagné la guerre. Mais est-ce que quand vous avez gagné la guerre, avez-vous gagné la paix? Il faut aussi gagner la paix. Et c'est par l'amour, c'est par la solidarité que vous gagnerez la paix. Et tout ce que les pays connaissent, les pays voisins, les pays limitrophes, les pays à travers le monde connaissent comme problème, comme conflit, comme inimitié, je crois que si c'était les femmes, la solution serait déjà trouvée entre elles. C'est-à-dire qu'elles ont un rôle à jouer, certainement, parce que rappelez-vous qu'on dit à côté d'un grand homme, il y a toujours une grande dame. Voilà. Donc je pense que la femme a son rôle à jouer aussi là-dedans pour ramener ces 3 vertus au milieu de nous. L'écrivain, c'est un visionnaire. Après avoir conçu, après avoir matérialisé, et rendu visible vos écrits, vos pensées à travers ces écrits, qu'est-ce que vous pensiez? Qu'est-ce que vous visiez? Qu'il y ait dialogue, qu'il y ait entente entre les pays en conflit? En fait, qu'est-ce que je vise par là? Que les gens comprennent que, en fait, on nous oppose inutilement. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez voir quelqu'un qui est opposé aux gens de notre pays, et tout sans raison, alors que dans le fond, nous sommes des frères, des sœurs, et que nous avons toujours vécu ensemble, et que tout d'un coup, il y a un conflit qui naît, qui emporte les gens. Alors, il faut revenir au bon sentiment. Parce que aujourd'hui, je peux être content, ce sont les autres qui ont des troubles, mais demain, ça sera moi, après-demain, un autre, et c'est cyclique comme ça n'arrange personne. En fait, c'est les populations qui payent le pot cassé. Et surtout les femmes, les enfants. Et surtout les femmes, exactement. La femme subit, quand vous lisez ça, vous verrez que la femme subit plus que l'autre. Plus que l'homme qui est provocateur. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, à la fin, on voit des hommes qui étaient cachés et qui voulaient nuire à ces femmes, mais ils ont suivi tous les raisonnements de ces dames. Alors, quand les femmes disent « je dénonce » et ils disent « je renonce ». En fait, l'homme renonce à toutes ces violences, à tout ce mal, et voilà. 3 sœurs, c'est une pièce de théâtre. Elle a déjà été jouée? Bon, pas encore, mais je sais qu'il y a des troupes qui cherchent à jouer ça, mais il faut évidemment un petit financement et tout ça. Donc, Et si jamais une troupe venait vers vous chercher le document et puis une mise en scène et la présenter ou jouer la pièce? C'est vraiment le bienvenu, parce que comme on dit chez nous, un écrivain c'est comme une maman qui met au monde. L'enfant t'appartient quand il est dans le sein, mais une fois né, ça appartient à tout le monde. Voilà, il y a plusieurs troupes en RDC, et notamment de la ville-province de Kinshasa. Nous ne saurons pas citer vos noms.
Vous avez là Les Trois Sœurs, c'est une pièce de théâtre de M. Dieudonné Mofankol Mondel, c'est digne fils de la RDC, que vous pouvez passer, le contacter ou le voir et chercher aussi à jouer. Ça serait intéressant pour que le public congolais découvre le message qui est caché. Et c'est un message de paix, un message d'entente, un message de convivialité et de solidarité. Et je crois que ça serait intéressant que vous puissiez aussi donner le numéro de téléphone à ceux qui voudraient s'intéresser à cette pièce de théâtre. Absolument. Notamment à ce troupeau. Absolument. Oui. J'ai 2 numéros de téléphone. Si vous pouvez déjà... Oui, oui, il y a 0 99 99 244 32. 0 99 99 244 32. Et puis il y a 0 82 33 888 26. 0 82 33 888 26. Voilà, ce sont mes 2 numéros. Ok, merci. Vos 2 numéros, vous êtes en train de suivre Monsieur Dieudonné Mofankol, appelez-les, vous serez en contact avec lui et vous serez certainement bienvenu, le mieux servi, parce que ce livre, plutôt cette pièce, vaut la peine d'être jouée. Vous avez, à travers votre plume, écrit un autre livre qui est apparu aux éditions Érablière. Oui. Alors, c'est celui-là, ou ce livre, c'est Mon ami Majon, un savant perdu. Oui. Suivons d'abord les résumés. Mon ami Majon, un savant perdu, cette œuvre biographique est une épopée retraçant la vie de Jean-Pierre Matungulu, alias Majon, un élève moyen à l'école primaire. Au cours de ses études secondaires, son intelligence décule pas et termina premier de sa classe avec 85%. Il s'inscrivit à la faculté polytechnique au campus universitaire de Kinshasa au milieu des années 70. Jean-Pierre Matungulu y brilla des mille feux et devint un savant. Il corrigeait ses professeurs, expliquait la matière à ses collègues condisciples, réparait des ascenseurs. Les autorités académiques s'étaient résolues de l'envoyer dans une école de surdoués à l'étranger dès qu'il obtiendrait son diplôme d'ingénieur civil en électricité. Mais hélas, alors qu'il était vers la fin de son cycle universitaire, Jean-Pierre Matungulu retomba amoureux d'une jeune fille qu'il avait courtisée jadis son succès. Celle-ci persista dans son refus, commença alors une lente et longue déchéance du savant qui le conduisit vers la folie et la mort. Monsieur Dieudonné, pourquoi Mon ami Majon, un savant perdu? Bon, d'abord, ici c'est une biographie. C'est un personnage réel qui a vécu, un ami d'enfance. C'est pas légendaire? Non, pas du tout. C'est mon ami d'enfance, Matungulu Jean-Pierre, de son vrai nom, et que j'ai rencontré à l'école primaire à Sowa, en face de Lusanga, une mission catholique. Et puis après à Kikwit-Sacré-Cœur, à l'ISFEX, Institut Saint-François-Xavier, qui est devenu Sadissa dans la suite. Et après, nous sommes allés à l'université. C'était un surdoué, un monsieur extrêmement intelligent. Et comme il est dit là-dedans, il corrigeait ses professeurs, il expliquait la matière à ses collègues, et on lui a donné à réparer des ascenseurs en tant qu'étudiant, et tout l'ascenseur du bâtiment administratif au campus de Kinshasa, et l'ascenseur à l'époque, on appelait Sosacom, le bâtiment Sosacom, et avec succès. Et donc, on savait que c'était un savant, mais malheureusement, sa vie a tourné court. Là, ça fait quelle année? Ben, nous sommes... Lorsqu'il va réparer l'ascenseur, par exemple, de Sosacom? De Sosacom, nous sommes sûrement vers 1976, par là. Oui, 76. Oui. 76. Oui. Et nous sommes en 76, 77, par là, qui va réparer cet ascenseur. Et, tout en étant étudiant. Tout en étant étudiant. C'était un surdoué. Et là, c'était en G1 ou bien déjà en licence? Au gradué ou bien en licence? Il devait être déjà en avant-dernière année.
donc en Polytech il y a 5 ans, Oui. et même 6 je crois, Oui. parce qu'il commençait par la prépodétique, Oui, là, oui, oui. préu, et, mais en avant-dernière année... Prépodétique qui est resté une appellation chère à l'Église catholique pour préparer voilà. leur futur prêtre, Voilà. mais chez nous c'est connu plus comme étant préparatoire. Préparatoire, Oui. Et voilà, donc c'était l'avant-dernière année où ce monsieur qui s'ennuyait, parce qu'au milieu de l'année, il avait terminé tout le programme de toute l'année, et il s'ennuyait, il passait son temps comme ça. Alors, on lui a donné à réparer un ascenseur, on disait, il ne va pas réussir, parce qu'il y avait des ingénieurs et tout à qui on avait donné, qui ne réussissaient pas. C'était un modèle un peu ancien. On s'est dit, bon, on lui donne une petite équipe avec de l'argent, et il ne réussira pas, mais ça va l'occuper. Mais il a réussi à faire bouger ça du plus bas niveau au plus haut, et tout. Et donc, il étudiait comment mettre les arrêts. À Sosacom, là, il avait réussi à la réparer. Mais malheureusement, il y a eu cette histoire d'amour qui l'a fait sombrer dans la démence. Et finalement, il est mort à Kikwit, dans les rues. L'épopée de votre ami, de mon ami Madjon, qui est votre, oui. Il devient mien par la lecture et par l'écrit. Absolument. Son épopée est liée à l'histoire de l'Église catholique, si pas à l'Église catholique dans les Bandundu ou dans le Grand Bandundu, puisque vous parlez de Soa, vous parlez Kikwit Sacré-Cœur, et ce sont des missions implantées par le prêtre jésuite. Et même le Vanium, finalement. Oui. Voilà, le Vanium aussi, voilà, le Vanium, qui est une œuvre des catholiques, bien sûr. Oui, voilà. Je fais l'apologie de toute la grande œuvre des catholiques, notamment des jésuites, mais c'est les catholiques en général, qui ont fait des merveilles dans l'enseignement et les constructions et tout. Donc, quand vous allez à l'intérieur du pays, ce sont ces missions-là qui accueillent les gens pour les loger, chez les sœurs, chez les prêtres, ainsi de suite. Donc, je cite aussi nos éducateurs là-dedans, ces gens qui se sont dévoués, sacrifiés, leur jeunesse. Ils venaient des fois très très jeunes et ils ont pris de l'âge ici pour nous former, nous éduquer, faire de nous ce que nous sommes en fait. Matungulu Jean-Pierre, Madjon, alias Madjon, est un enfant qui a une intelligence progressiste. Son intelligence commence par, c'est une intelligence moyenne, et là nous voyons déjà au niveau primaire, et puis au niveau secondaire, elle devient supérieure, mais au niveau de l'université, cette intelligence explose. Voilà. Littéralement. Mais comment comprendre? Pourquoi cette progression? Moi, je n'essaie pas de répondre à pourquoi. Je montre seulement les faits. J'essaie, comme je vous ai dit, à ce que j'appelle le livre du lecteur. Chacun peut avoir sa petite idée. Il y a des gens qui m'ont déjà parlé. Tiens, peut-être il avait une tumeur. Une tumeur. Au niveau de la tête? Voilà. Quelqu'un a pensé à ça. Mais il n'a pas été soigné. Bon, non, on n'a jamais diagnostiqué une tumeur. Il était intelligent, il corrigeait et tout ça. Et donc, mais au primaire, il n'a pas corrigé, au secondaire non plus, c'est seulement à l'université où son intelligence connu une explosion. Oui, vous savez que l'homme peut évoluer aussi avec le temps, ses facultés et tout ça, même régresser parfois. Ça, c'est un peu dans l'homme. Hein. Il y a des inhibitions et ainsi de suite, même au niveau du cerveau. Quelqu'un peut perdre certaines facultés et tout ça qui peuvent être réactivées. Donc, moi, je n'essaie pas de dire comment. Pour moi, c'est un ami d'enfance, un surdoué, qui avait un avenir le plus radieux possible et, comme j'ai dit, qui s'est effacé comme une lettre qu'on écrit sur l'eau sans laisser des traces. Alors, j'ai voulu perpétrer sa mémoire. J'ai voulu quand même qu'on parle encore de lui et tout ça, voilà. Est-ce que ce n'est pas seulement vous qui le vantez? Et peut-être sur son passage, on ne retrouve rien de son intelligence. On ne retrouve rien, mais quand même, aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi.
il y a beaucoup de gens qui ont vu le livre et qui me disent même d'autres choses que je n'ai pas écrites ici, mais que Matungulu a fait. Donc ça va même au-delà de ça. Et c'est pas seulement moi, il est connu dans le milieu, c'était un savant en fait, que j'ai dit un savant perdu. Un savant perdu. Et pourtant, où étaient les pays à ce moment-là? Où étaient les autorités? Et là, c'est l'époque Zaïre, pour sauver Matungulu, au lieu de le laisser mourir comme ça, on pouvait carrément l'envoyer ailleurs, dans des écoles élitistes, s'il faut le dire. Bon, en fait, c'est ce qui se préparait. Les autorités académiques voulaient qu'il termine son cycle universitaire pour après l'envoyer comme ingénieur. Parce que couper les études au milieu, peut-être qu'il ne va pas avoir l'équivalence et tout, mais dès qu'il terminerait ses études au campus, on allait l'envoyer ailleurs. C'était déjà préparé. Mais malheureusement, l'incident est arrivé plus tôt et nous l'avons perdu. Alors, apparemment, la folie et la mort de Jean-Pierre Matungulu étaient prévisibles. Et on savait qu'il finirait par mourir parce qu'à lire les écrits du père Jean-Louis en annexe, on trouve que les pays, quelque part, on devait demander une bourse. Il devait aller à l'étranger, mais la bourse lui était refusée. Ce n'est pas arrivé qu'à Matungulu. Nous tous, on était là parce que Matungulu, il a terminé premier en maths physique, mais moi j'ai terminé premier en biochimie et on nous a donné des bourses. Mais quand nous avons fait les suivis pour partir, ça n'a pas marché, ça a disparu. Et là, c'est le prêtre qui révèle qu'eux aussi, ils ont fait ces suivis. Et il y a une secrétaire qui a pleuré même en disant que c'est quelqu'un qui avait donné la bourse à une autre personne. Voilà, il y a encore, merci, c'est cela. Nous ne saurons pas parler de tous les livres de fond en comble, mais puisque vous avez des écrits d'une manière ramassée, nous prenons une autre publication qui est Mayumbu, village abandonné. Oui. Et cette fois-là, c'est un essai à Kikongo. Un Kikongo. Je me sens, je ne sais pas, là, un peu perplexe. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les Kikongo, c'est les Français, parce que nous devons commencer en français. Et pourtant, essai littéraire en Kikongo. Pourquoi on va penser écrire en Kikongo, monsieur Mundele? Là, vous me plongez directement dans le livre. Oui, dans le livre. C'est-à-dire, en fait, mon idée, c'est quoi? Faut-il parler en Kikongo maintenant? Parce que pour que les gens comprennent un peu rapidement. On parle même d'abord en français, oui. Parce que d'ailleurs, c'est traduit maintenant en français et en anglais. Et on attend les éditions Mabiki qui vont faire une édition unique des 3 langues. Et en fait, c'est quoi? C'est que nous abandonnons de plus en plus nos langues. Mais j'ai pensé que les Kikongo, plus que les autres, ceux qui parlent Kikongo ont tendance à parler plus spontanément le Lingala. Et ils se gênent du Kikongo. Alors, j'ai voulu quand même raviver la flamme. Il y a l'abandon de notre culture. Ça, c'est un. Et donc, le Kikongo. Moi, je voudrais que les gens reviennent à leur langue. Vous êtes vous-même au Congo, n'est-ce pas? Parce que vous avez écrit le Kikongo. Mais bien sûr. Oui. Moi, je suis de Kikwit. Voilà. Mayumbu. Comme disent les autres, là, les Monokutuba. Monokutuba, oui. Kikongo, tout ce que vous voulez, mais c'est pareil. Et en fait, là aussi, il y a si vous voulez, le développement de nos terroirs. Parce que nous, on est nés là, moi je suis né pendant la colonie, j'enviais pas Kinshasa, j'avais des jouets, des petits avions à manivelle à Kikwit, non, même pas à Kikwit, à Mikwi, là où je suis né. Là c'est sur le Kwilu. Hein. Sur le Kwilu, et puis mon père pouvait commander des habits en Europe, et ça arrivait à Mikwi, et puis tout s'est effondré, et nous avons tous migré par ici. Et j'aimerais aussi que les gens retournent pour construire chez eux. Ok, parlez un peu à Kikongo en quelques mots, puisque déjà les temps nous obligent à quitter. Les temps c'est de l'argent. Exact. Oui, les temps nous pressent. Oui. Na Kikongo Mugetuba Mukanda Yai Mayumbu, village abandonné. C'est-à-dire, Betume Bika, Kutuba Ndinga na Betu. Bubia Muntaki Tuba na Kikongo, Bukemona Bumwana Boala, il faut Tuba Lingala. Ça moni ande yake muntu vraiment et Kikongo ngo boto boti bifu
Il n'a pas tout bandé. Est-ce que Oyebi et Sika Bateka en combo Kuyoka? Mais pourquoi ne pas que tout aille nanana? C'est quoi? En combo, il y a Kuyoka. Il y a Kuyoka. Oyebi et Sika Bateka en combo Kuyoka. En combo Kuyoka. Au lieu de tout en balamage, il y a la place à vous que tu es faux. Alors, et puis, il y a un cas qui n'a évité, il y a un munzenza. Vous voyez, ça n'a qui comme on a passé na bandinga bantuan kaka, au lieu que tout bandinga na benu directement. Il y a qui m'a tête. Tati na kaka à 80 masi, na coupé sa mbote kamata malamu. Ne pas mbote donc malamu mbote lingala alors on dit comment? Kabo yulande. Papa, ndenge nini? Ado ndenge te. Donc, avec tout s'embrouiller na lingala, au lieu de tout bagandi qui Congo ndinga nandi, lingala gembive, quand on dit tout lingala betu batiani. Mais ben nous ole, bantu ya bandundu ya kwilu, ben ko tout bandinga nkaka, c'est pas normal. Tout comme kwilu ba Congo, kwilu kenge, kwango ba Congo, tout ça. Kwango, tout ça. Voilà. Même na Congo Brazza, hein, Bukimpi na ki Congo et tout ça. Et puis développement. Ok, monsieur Dieudonné, c'est intéressant. Je ne sais pas que dire. Baka Malamu, en tout cas, Mugesosa Nkombo. C'est intéressant. On ne pouvait pas quand même rester. Le livre est intéressant. Frères et sœurs, surtout de Mayum, de Bakongo, de Kwango, et pourquoi pas de Brazzaville, vous qui parlez Kikongo, le locuteur de Kikongo. Voici un livre, c'est un fils de la République démocratique du Congo qui a osé. La littérature n'est pas seulement écrire, on ne nous appelle pas seulement à écrire en français ni en anglais, qui sont là des langues étrangères. Pensez également à écrire dans nos propres langues, les Swahili, les Chiluba, les Kikongo, les Lingala. Et les gens pensent que quand on écrit en Kikongo ou en Lingala, nos langues locales, qu'il n'y a pas d'idée et qu'il n'y a pas d'imagination. Voici un roman, c'est un roman intéressant. Mais vous allez trouver que le fait qu'ils sont rappelés, qu'ils sont révélés dedans, s'avère vrai. Et pourtant, c'est de l'imaginaire. Que l'auteur n'a pas visé quelqu'un. Lisez ces livres, cherchez-le, bien que ce n'est pas encore public, vous serez vraiment... vous allez découvrir le merveille de l'écrivain. Merci, nous ne pouvons pas vous tenir longtemps. Ça aurait été intéressant, mais comprenez, comme dit-on, les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes obligés de vous quitter. Et soyez rassurés qu'on est toujours avec vous. Et le rendez-vous est pour la semaine prochaine. Mais avant ce rendez-vous, un tout dernier mot, comme ça nous allons nous séparer. Bon, d'abord, juste en quelques mots. En quelques mots, je tiens vraiment à vous remercier parce que des fois nous écrivons à l'ombre et nous avons cette chance de venir à Kin 24 pour être connus au grand public et je tiens à vous remercier infiniment de m'avoir reçu et espérons que c'est un message qui peut trouver aussi du répondant dans la population. Exact. Merci, monsieur Dieudonné. C'est moi qui vous remercie.